mes très chers élèves, d'abord, je suis très content de vous retrouver, même si c'est par le truchement d'une caméra et de quelques images évanescentes. Très content de vous retrouver, sachant que la perspective de la fin du confinement se rapproche et que dans quelques semaines, je l'espère, nous aurons le plaisir de nous retrouver dans notre lycée. Alors, je voudrais, pendant quelques minutes, ce sera bref, puisque je ne vais pas vous faire un cours de 50 minutes, ce serait trop long, difficile à suivre. Je vais vous donner des éléments de réflexion et de travail pour que lorsque nous nous retrouverons au mois de mai, eh bien, vous ayez pu avancer le cours de culture générale historique. Alors, rappelez-vous, nous nous étions arrêtés à la fin du règne de Louis XIV. Louis XIV, c'est 54 années de règne personnel, et le 1er septembre 1715, lorsque le roi Soleil s'éteint en son palais à Versailles, eh bien, c'est la stupéfaction. Vous connaissez le cri qui règle cette cérémonie de la mort du roi. Lorsque le roi a rendu son dernier soupir, les courtisans et toute la cour s'écrient « Le roi est mort, vive le roi ». Cela ne signifie nullement qu'on se réjouit de la mort du roi. Cela signifie, de manière beaucoup plus profonde, qu'il y a un principe de continuité dynastique et lorsque le roi meurt, le roi en fait ne meurt pas, la monarchie perdure, la royauté perdure à travers le successeur. Il y a un historien célèbre, Kantorowicz, qui a formulé cela en développant la théorie des deux corps du roi. Sous-entendu, il y a un corps qui est un corps physique, atteint comme tous les corps humains de corruption, et puis il y a un corps en quelque sorte qui est un corps politique, qui est un corps symbolique, qui lui perdure toujours à travers ce principe de continuité dynastique. Eh bien, lorsque le roi entre en agonie, lorsque le roi commence à être malade, il faut le dire, la fin du règne de Louis XIV, cette fin est une fin triste. Il a eu à partir de l'année 1712 et même 1709 énormément de chagrin, énormément de déconvenues. Il a connu d'abord, ou plutôt le royaume a connu, des épisodes qui sont des épisodes très difficiles sur le plan climatique. Il y a eu ce qu'on appelle, ce que les historiens ont qualifié de petit âge glaciaire. Ce n'était pas à l'époque le réchauffement climatique, c'était à l'époque le refroidissement. On raconte qu'en 1709, à Paris comme à Bordeaux, les fleuves étaient gelés, qu'on pouvait traverser la Seine à cheval. On raconte que les animaux mouraient de froid. On raconte que les récoltes étaient des récoltes très souvent perdues. On a connu en France à cette époque-là de véritables épisodes de famine. La vie était très dure. Et Voltaire, dont nous reparlerons, disait la France meurt au rythme des Tédéums, n'est-ce pas? La France connaît des épisodes qui sont des épisodes très douloureux. Et d'ailleurs, Louis XIV est affecté dans sa propre famille. Louis XIV, dans les dernières années de sa vie, aura l'immense chagrin de perdre son fils, son petit-fils, sa belle petite-fille. Et lorsque, sur son lit d'agonie, on lui présente son héritier qui est son arrière-petit-fils, le futur Louis XV, eh bien, cet arrière-petit-fils, le futur Louis XV, n'a que 5 ans et demi. Et Louis XIV, d'ailleurs, n'y croit pas trop. Il se dit, lui aussi, il va mourir. Lui aussi, il va être emporté par la maladie. Et la fin du règne, également, de Louis XIV a été marquée par des revers militaires. Vous lirez dans le livre le chapitre 44, avec le résumé qui est le résumé qui se trouve page 193. Et là, vous aurez effectivement, un aperçu de ces guerres si difficiles. Et d'ailleurs, dans son testament, dans ses conseils plutôt, Louis XIV dira à son fils, avant que son fils ne meure, « Mon fils, j'ai trop aimé la guerre », et il va le regretter amèrement. Alors, lorsque Louis XIV disparaît, encore une fois, stupéfaction à la cour, encore une anecdote, si vous permettez, on raconte que Louis XIV était sur son lit d'agonie, il mourait dans un grand apparat, un roi de France ne meurt pas comme n'importe quel quidam, et Louis XIV, pas encore tout à fait entré en agonie, mais sentant que la fin est proche, Louis XIV a vu dans un coin
de la chambre, de l'immense chambre qu'il occupait dans le palais royal, il a vu un courtisan qui pleurait de chagrin parce que ce courtisan n'avait connu que Louis XIV, n'avait connu que ce souverain et n'imaginait pas que la vie fût possible sans lui. Et à ce moment-là, Louis XIV se redresse et lui dit « Mais vous pensiez donc que j'étais immortel, n'est-ce pas ?» Eh bien, le roi est mortel, il est comme chacun d'entre nous. Il meurt donc ce 1er avril 1715 et dès sa mort, eh bien, il faut organiser la régence, puisque le petit Louis XV, le futur petit Louis XV est incapable de régner à 5 ans et demi. On fait donc appel à un neveu de Louis XIV qui s'appelle Philippe d'Orléans. Philippe d'Orléans. Et Philippe d'Orléans devient le régent. C'est d'ailleurs son surnom. C'est comme ça qu'il est connu dans l'histoire, le régent. Vous irez chercher la biographie de Philippe d'Orléans, dit le régent. Et ce régent va gouverner la France de 1715 à 1723. C'est un homme plein d'idées, c'est un homme plein de projets. Et parmi ces projets, il y a toutes sortes de choses. Et une expérience qui a durablement marqué l'esprit français, c'est l'expérience de John Law. John Law, c'est un financier écossais qui va introduire, vous chercherez sa biographie, qui va introduire pour la première fois dans l'histoire financière de la France quelque chose auquel vous êtes habitués, mais qui à l'époque est tout à fait inédit, qui s'appelle le papier-monnaie. Jusqu'à cette époque, l'argent était constitué d'espèces sonnantes et trébuchantes, pièces d'or ou d'argent, ou, pour la petite monnaie, des pièces en cuivre. Et là, on introduit du papier-monnaie. Cette expérience, vous le lirez, vous irez voir, se révèle désastreuse et débouche sur ce qu'on appelle une banqueroute, c'est-à-dire une faillite. Là aussi, vous irez voir le sens du mot banqueroute. Et à partir de là, le projet d'une économie financière où le papier pourrait jouer son rôle est évidemment abandonné pour longtemps. En 1723, le régent meurt et donc commence de 1723 à 1774, à 1774, le règne qui est le règne personnel de Louis XV. Règne personnel, vous le voyez, qui sera long, qui sera un règne fait et constitué d'épisodes très variés. Et ce règne personnel de Louis XV, l'un des plus longs règnes après celui de Louis XIV de l'histoire de France, eh bien, ce règne est un règne tout à fait intéressant qui marque des tournants importants dans notre histoire. D'abord, le personnage du roi est un personnage timide, pas très à l'aise en public, pas toujours sûr de lui, et en même temps, c'est un personnage cultivé, c'est un personnage qui a étudié, qui connaît beaucoup de choses. Et le roi, finalement, va être politiquement pris en tenaille par des réalités dont il faut que je vous dise un mot et que je vais vous présenter sur ce petit schéma très simple. Vous avez le roi, ici, qui occupe évidemment la position centrale dans l'échiquier politique. Vous avez le peuple, c'est-à-dire l'écrasante majorité des Français. Et puis, vous avez ceux qu'on appelle les privilégiés. Les privilégiés, c'est-à-dire ceux qui, d'un point de vue économique, ne paient pas d'impôts et qui constituent principalement l'ordre de la noblesse et l'ordre du clergé. Alors, je vous le rappelle, la noblesse ne paie pas d'impôts parce qu'elle paie l'impôt du sang, c'est-à-dire l'impôt qu'elle paie sur les champs de bataille lorsqu'il faut défendre le pays, car la noblesse était à l'origine constituée de chevaliers, de gens qui combattaient, les fameux pugnatores. Et puis, vous avez le clergé, ceux qui prient, qui eux aussi sont dispensés d'impôts, puisqu'ils sont au service de l'Église, et en même temps, leurs richesses servent en quelque sorte à ce qu'on appellerait aujourd'hui l'assistance sociale, les hôpitaux, l'éducation, etc. Donc, il y a des tensions, et il y a un problème qui est un problème qui va se poser, qui va s'aggraver au cours du XVIIIe siècle, qui est un problème de rentrée d'argent, et Louis XV, comme son successeur Louis XVI, ne trouvera pas le moyen d'obliger, de manière aussi rationnelle et ferme que possible, d'obliger les privilégiés à verser un impôt, à mettre en place un système fiscal juste,
pour alléger le peuple et surtout faire en sorte que les finances de la monarchie ne soient pas des finances déficitaires. Nous y reviendrons. Sur le plan de la politique extérieure, le règne de Louis XV est marqué, vous le verrez dans le livre, par toutes sortes d'épisodes, par des guerres, et ces guerres, la plus importante et la plus difficile, la plus compliquée et de fait la plus néfaste pour la France se termine en 1763 par un traité qui est resté très célèbre dans l'histoire de France et dans l'histoire des relations internationales qu'on appelle le traité de Paris. Ce traité de Paris est un traité qui fait que la France, en quelque sorte, perd du terrain d'un point de vue international. La France reste la grande puissance, nous y reviendrons, mais elle perd du terrain sur le plan du rayonnement international, on dirait aujourd'hui d'un point de vue géopolitique, et la France, donc, laisse implicitement la place à la puissance britannique, et on date souvent de cette année 1763, de ce traité de Paris, le début de l'hégémonie britannique, qui est manifeste aujourd'hui sur le plan linguistique, puisque la première langue au monde, c'est évidemment l'anglais. Alors, vous lirez à ce propos-là le chapitre 45 du livre, vous lirez le chapitre 45, vous ferez le résumé, page 199, puis vous lirez ensuite, justement, tout ce qui concerne les fameuses colonies françaises, eh bien, le chapitre qui est le chapitre 46, avec le résumé qui est le résumé à la page 203, et vous chercherez, s'il vous plaît, les biographies de personnages qui sont les personnages emblématiques de cette période, des personnages qui sont des personnages très, très importants, et vous chercherez en particulier la biographie de Montcalm au Canada, et puis vous chercherez également la biographie de, je vais vous écrire son nom, c'est pas facile, Lally Tollendal, qui est effectivement un personnage très important pour Lally Tollendal, pardon, il y a deux L, qui est un personnage très important pour les colonies, qui sont les colonies françaises en Inde. Alors vous chercherez aussi, excusez-moi, Montcalm, je vous l'écris, ce sera plus facile. Et vous vous apercevrez d'ailleurs, à travers ces deux noms, Montcalm et Lally Tollendal, que la France, comme le dira plus tard un historien, la France a colonisé beaucoup de régions, s'est implantée dans beaucoup de régions du monde, depuis l'Amérique du Nord jusqu'à la Louisiane, jusqu'à certaines régions du Brésil, jusqu'en Inde, jusqu'en Asie du Sud-Est. Enfin, la France a eu un rayonnement incroyable, en Afrique également, bien sûr. Et malgré cela, la France n'a jamais été un pays colonial au sens britannique du terme et n'a jamais réussi de la même façon que les Britanniques son aventure coloniale. Voilà pour ce qui vous est demandé. Pour le règne de Louis XV, encore une fois, personnage important, personnage emblématique, personnage qui connaît un règne très long et qui va marquer l'histoire de France. Eh bien, Louis XV passe de vie à trépas le 10 mai 1774. On dit, le livre vous le dit, que Louis XV, qu'on a surnommé le bien-aimé, au début de son règne, finit mal aimé. Oui, certainement, il n'a pas l'image, le rayonnement qu'il a eu au début de son règne, lorsqu'il arrive au terme de son règne. Et lui aussi, il connaît des chagrins, puisque son fils meurt, et en 1774, l'héritier, c'est son petit-fils, qui s'appelle Louis, qui va devenir donc Louis XVI. Et ce petit-fils, lorsque son grand-père meurt, a exactement 20 ans. Il est né en 1754. Il est marié à l'une des plus charmantes princesses d'Europe, Marie-Antoinette, la fille de la fameuse impératrice Thérèse, impératrice d'Autriche. Et lorsque ces deux jeunes époux se présentent aux Français, 1774, les 20 ans du roi, 1774, un jeune couple à la tête de la France, eh bien, tout le monde est enthousiaste, tout le monde applaudit,
Tout le monde est ravi. On se dit que c'est une nouvelle page de l'histoire qui s'ouvre et que l'avenir pour notre pays, l'avenir pour la France est un avenir magnifique. Au passage d'ailleurs, retenez-le, la France est ce qu'on appelle le plus beau royaume du monde. La France est admirée par tous. La France est la première puissance politique. La France occupe une place éminente à l'échelle planétaire. Le français est la langue internationale. Et pourtant, il y a un mouvement profond dans la société qui vient d'avoir lieu dans ce XVIIIe siècle. Dès le milieu du XVIIIe siècle, beaucoup de choses ont changé. Et ce mouvement profond, eh bien, c'est un mouvement qui est un mouvement dans les idées. Les idées. N'oubliez jamais, il y a un proverbe qui dit « ce sont les idées qui mènent le monde ». Ce sont les idées qui mènent le monde. Ce sont les idées. Eh bien, les idées changent, les idées basculent. Il y a ce qu'on appelle une crise de la conscience européenne qui débouche sur un courant qu'on a également appelé les Lumières. Les Lumières, le mot ne manque pas de prétention, ce qui veut dire qu'avant c'était les ténèbres. Bon, le vocable lui-même, encore une fois, dit quelque chose de la prétention de cette idéologie. Et vous lirez dans votre manuel le chapitre 47 avec le résumé page 207. Chapitre 47, résumé page 207. Et vous chercherez, s'il vous plaît, les biographies des trois personnages les plus importants qu'il faut connaître. D'abord Montesquieu, notre Montesquieu, car nous sommes à la Brède et à la Brède, nul ne doit ignorer Montesquieu. Vous chercherez bien sûr Voltaire, Monsieur de Voltaire. Et puis vous chercherez Rousseau, trois personnages clés dont la biographie doit être connue dans ses grandes lignes par chacun d'entre vous. Et vous vous apercevrez que Montesquieu, Voltaire, Rousseau, chacun dans des genres différents, chacun dans des domaines spécifiques, eh bien, changent quelque chose de fondamental dans l'esprit de l'époque, dans l'esprit public, comme l'on dit, et font qu'il y a à la fois un rationalisme, cette idée qu'au fond la raison va tout expliquer, peut tout expliquer, qui se met en place. Vous irez voir ce qu'est le rationalisme. Il y a l'idée que la science également est en grand progrès, et vous irez voir ce que c'est que l'encyclopédie, dont le directeur était d'Alembert. Qu'est-ce que c'est que l'encyclopédie? Et puis il y a aussi un certain esprit de système que nous retrouverons durant l'épisode révolutionnaire. Voici. Et finalement, il y a un paradoxe français tout au long du règne de Louis XVI qui va aller en s'accentuant, qui va aller en s'aggravant. Eh bien, ce paradoxe français, comprenons-le bien, en dehors de cette crise de la conscience européenne, en dehors de ce qu'on vient d'évoquer à travers les Lumières, eh bien, cette crise peut être résumée de la façon suivante. La France, retenez la formule, est un pays riche, un pays prospère, un pays qui fait l'admiration des autres pays. Alors certes, le niveau de vie des Français du XVIIIe siècle n'est pas celui d'aujourd'hui, nous sommes d'accord, mais pour l'époque, je dis bien pour l'époque, la France fait envie aux autres pays. Vous avez un grand voyageur britannique qui s'appelle Young, Arthur Young. Arthur Young effectue un très long voyage en France et il est absolument admiratif de la France. Il dit « mais qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est bien fait !» Comme l'agriculture est prospère, comme les routes sont entretenues. Louis XV, d'ailleurs, grâce à Truden, avait mis en place un réseau routier qui faisait l'admiration de l'époque, un peu des autoroutes avant l'heure. Et en même temps que le pays est un pays riche, est un pays prospère, l'État est un État pauvre. L'État est un État qui manque de moyens. Et là, il y a une espèce de crise des ciseaux, une espèce de piège qui va se refermer. Il y a ce qu'on appelle la crise financière. La crise financière, c'est-à-dire que l'État n'a pas d'argent, les caisses de l'État sont toujours vides, l'État doit régulièrement et constamment recourir à des emprunts pour combler les trous, et il y a donc une dette qui est une dette de plus en plus importante qui s'accumule sur les finances du royaume. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour combler cette dette? Il faut retrouver des moyens financiers. Il faut donc une réforme de la fiscalité. Et nous retombons sur ce que j'évoquais tout à l'heure. La réforme de la fiscalité, c'est-à-dire la réforme des impôts. Comment faire rentrer de l'argent?
dans les caisses de l'État pour combler ce déficit, eh bien la réforme de la fiscalité suppose qu'il y ait une réforme politique et que le roi, fort de sa légitimité, fort de son autorité, impose aux privilégiés le paiement d'impôts. Louis XVI essaiera, tentera, mais au fond il n'y arrivera pas. Il manquera certainement d'énergie, de volonté politique pour aller jusqu'au bout de cette réforme dont il pressent qu'elle est nécessaire. Et la guerre d'Amérique, d'ailleurs, vous verrez la guerre d'Amérique dans le chapitre que je vais vous indiquer dans un instant, la fameuse guerre d'Amérique, la guerre d'Amérique dans laquelle la France s'engage aux côtés des insurgés américains pour qu'ils obtiennent leur indépendance, est une guerre extrêmement féconde sur le plan de l'image de la France, sur le plan des relations internationales, mais une guerre qui va coûter cher, elle aussi, qui va encore creuser le déficit. Donc vous irez voir au passage la guerre d'Amérique, la guerre d'indépendance des Américains, ce qui s'est passé, et puis vous irez donc lire le chapitre 48, je l'écris ici, chapitre 48, et vous noterez, vous copierez le résumé, page 211. Voilà. Après la guerre d'Amérique, vous irez voir qui est Rochambeau, et bien sûr, vous irez voir qui est Washington. Voilà pour ce qui se passe. Dernier point. Eh bien, le dernier point, c'est que lorsqu'il y a faillite d'un système, et c'est ce qui se passe, il y a une situation qui est une situation de faillite, la crise financière débouche sur une faillite, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on constate une faillite, il faut bien trouver une solution. Alors, les différentes solutions ayant échoué, les différentes réformes voulues par Louis XVI se heurtant aux intérêts des privilégiés, eh bien, on décide de manière très étrange, on décide d'organiser la convocation des États généraux. Les États généraux, qu'est-ce que c'est? On va le voir dans un instant. D'abord, les États généraux n'avaient pas été réunis depuis 1614. 1614, c'était dans le contexte qui suivait immédiatement les conflits politico-religieux du XVIe siècle. Et depuis cette date, ils n'avaient pas été réunis. Qu'est-ce que c'est que des États généraux? C'est la réunion des trois ordres de la nation. Trois ordres de la nation, nous l'avons vu, clergé, noblesse et le tiers-État. Et cette réunion permet à chacun des représentants des trois ordres, clergé, noblesse, tiers-État, ça fait plusieurs centaines de personnes, de discuter, de bavarder, d'échanger, de confronter des points de vue et d'essayer de trouver des solutions. Et là, on essaye effectivement de trouver des solutions. On rédige ce qu'on appelle des cahiers de doléances. Doléances, ça veut dire quelque sorte des réclamations, d'un état des lieux. Les cahiers de doléances sont une extraordinaire photographie de la situation de la France en 1789. Et vous lirez dans votre manuel, je le mets ici, le chapitre 49 et le résumé qui se trouve, page 215, figurera dans vos cahiers, évidemment. Et à partir de là, eh bien, vous chercherez évidemment le sens du mot « États généraux ». Vous chercherez le nom également de Necker qui a tenté une ultime réforme, ainsi que Turgot. Beaucoup de gens ont tenté des réformes, Necker, Turgot. Vous chercherez ces noms-là. Et lorsque, en 1789, la convocation des États généraux a lieu, eh bien, on espère beaucoup que tout cela va déboucher sur une réforme profonde. On espère beaucoup que la France va rebondir et on se dit que à partir du mois de mai, puisque l'ouverture des États généraux a lieu au mois de mai, entre parenthèses d'ailleurs, elle a lieu le 5 mai. Le 5 mai, c'est l'ouverture des États généraux. Et je vais vous raconter ça et terminer d'ailleurs là-dessus.
Le 5 mai 1789, ouverture des États généraux à Versailles. Il y a des centaines et des centaines de personnes. Il y a une procession, il y a une messe d'invocation au Saint-Esprit, etc. Et puis on commence les États généraux. On commence, mais on s'arrête tout de suite. On s'arrête tout de suite, pourquoi? Et ça ne reprendra qu'à la fin du mois de juin. Eh bien, on s'arrête tout de suite parce qu'il y a un événement domestique, dramatique, qui vient bouleverser la vie de la famille royale. Vous l'avez d'ailleurs chez Alphonse Daudet, puisque vous avez le temps de lire, vous êtes chez vous. Lisez chez Alphonse Daudet, dans les Contes du lundi, cet extraordinaire récit de Daudet. Le petit dauphin est malade, le petit dauphin va mourir. Le petit dauphin est malade, le petit dauphin va mourir. Et vous verrez comment, durant ces longues semaines d'agonie, la France suspend son souffle. La France espère la guérison du petit dauphin. Cette guérison n'advient pas. Et le roi Louis XVI, qui doit affronter cette assemblée des États généraux, est un père qui a été blessé, qui a été foudroyé par la mort de son fils. Alors que se passe-t-il quand même en juin 89? Les États généraux vont démarrer. La France attend beaucoup de son roi. La France espère beaucoup de son monarque. Et personne, absolument personne, n'imagine que la monarchie puisse être mise à mal. On espère simplement une réforme. Personne ne voit ou n'imagine la révolution. Et je vous le dis tout de suite, ce sera toute notre deuxième partie de cours quand nous nous retrouverons. 1789, je vous l'écris ici. 1789, la France est une monarchie paisible. La France est gouvernée par un roi, ça s'appelle une royauté. Et 10 ans plus tard, 10 petites années que personne n'avait imaginées et prévues, 1799, ces 10 années se terminent par un coup d'État hautement improbable et inimaginable en 1789. La France, pour la première fois, connaît ce qu'on appelle un coup d'État militaire. Ce coup d'État militaire, il est réalisé par un jeune et ambitieux général qui s'appelle Bonaparte, puisqu'il est corse, et qui a francisé son nom en Bonaparte. Eh bien, le général Bonaparte, dans le fameux coup d'État de Brumaire, s'empare du pouvoir, et en 10 ans, la France a été profondément transformée. Mais c'est une autre histoire, et nous en verrons le déroulement la prochaine fois. Je vous remercie de votre attention, et à très bientôt, mes chers élèves.